Salut à tous. Le thème de la vidéo du jour sera comprendre et maîtriser l'intelligence artificielle de débutant à expert. Aujourd'hui, on entend tous parler de l'intelligence artificielle. Mais au final, qu'est-ce que c'est? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les principes de base, ensuite les compétences pratiques, qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une stratégie d'optimisation, ensuite les applications professionnelles, afin de pouvoir atteindre une certaine maîtrise et une certaine expertise. Le but de cette vidéo est de couvrir de la compétence de base, donc, jusqu'à l'expertise, et ce, sur le concept des intelligences artificielles génératives. Aujourd'hui, on va parler des intelligences artificielles génératives et non tout le concept d'intelligence artificielle, les modèles, TensorFlow, tout ça. Non, non, non. Aujourd'hui, on va comprendre ce que cela veut dire dans un contexte actuel, à savoir les chats GPT et compagnie. Alors, commençons tout de suite. Comprendre les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'intelligence artificielle aujourd'hui, quand on parle d'IA générative, c'est parce qu'elle se distingue des autres modèles. Pourquoi? Parce que les autres modèles sont plutôt de type analytique, alors qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus à ceux qui sont de type créatif. En gros, on a des programmes auxquels on a entraîné avec des jeux de données, plutôt que de leur dire, de les apprendre à distinguer la photo d'un chat à un chien, on va plutôt leur demander d'apprendre à déterminer qu'est-ce que mange un chat, qu'est-ce que mange un chien. L'exercice est dans le sens où on essaie de faire de la prédiction et non de l'analyse. C'est basiquement ce qui distingue l'IA générative telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est pourquoi elle est très forte pour pouvoir créer du contenu, parce qu'elle est entraînée à faire de la prédiction de chaînes de données. C'est comme ça qu'on l'a entraînée. Il faut savoir donc que les modèles d'IA sont essentiellement basés sur des architectures neuronales profondes et ils sont entraînés avec des modèles. Comme je viens de le dire, ces modèles sont entraînés pour pouvoir faire des sorties contextuelles, faire de la prédiction, de la génération de contenu pertinent, approprié au contexte par rapport à ce qu'on demande à l'IA. Et bien sûr, tout cela est entraîné sur un ensemble de données massifs. C'est pourquoi souvent, on va parler de billion parameters. On va parler de 7 billions, 60, 600 et j'en passe. Plus il y a de paramètres, plus l'IA est entraînée sur un gros volume de données. Et donc, plus elle sera capable d'être performante en matière de prédiction contextuelle. C'est ça qui fait la différence. La grosse différence avec l'IA et la hype qu'il y a autour de ce phénomène, de cette technologie, c'est qu'elle est déjà pratiquée. On l'utilise déjà dans les domaines tels que le marketing numérique, la recherche et le développement, mais aussi les analyses financières. Aujourd'hui, ces modèles prédictifs sont utilisés par des sociétés d'investissement pour essayer d'anticiper le comportement du marché. Et bientôt, on aura même des particuliers qui auront accès à ces modèles-là, parce que ces modèles, pour l'instant, sont réservés aux entreprises, mais bientôt, on les aura en open source, et donc, tout un chacun sera capable d'utiliser ces modèles pour essayer de prédire les comportements du marché. Ça va être intéressant de voir ce que les gens vont pouvoir en faire et les fortunes qui vont en sortir aussi. Alors aujourd'hui, on va avoir principalement 3 secteurs qui vont être appliqués dans l'IA générative lorsqu'on parle d'IA générative. On va avoir principalement les applications de type créatif qui vont permettre de pouvoir générer des images, des vidéos, de l'audio. Par exemple, on peut utiliser un Suno pour générer des musiques. On peut utiliser un Stable Diffusion ou un Midjourney ou un Roboto pour générer des images ou des vidéos. Et ainsi de suite. On va voir l'autre catégorie, celle qui est la plus connue, celle qui a fait percer vraiment l'IA générative, celle des chatbots. On va voir ChatGPT, Mistral, Perplexity, DeepSeek. Tout cela sont des chats qui vont nous permettre de pouvoir
échanger avec des modèles pour faire des requêtes et demander du texte, de la génération de texte basique pour pouvoir faire nos tâches. Enfin, on va avoir la troisième catégorie, qui n'est pas forcément représentée ici, mais celle qui est en train de monter en ce moment, celle de la génération d'applications, de sites internet, de code. Elle se distingue dans le sens où elle va permettre de générer du texte, comme on peut le faire sur du DeepSeek. Sur du DeepSeek, on peut générer aussi de l'HTML, par exemple, mais on ne va pas pouvoir forcément l'exécuter, le déployer. Et bien là, c'est ces applications-là, comme Lovable ou Bolt New, et j'en passe, Tempo ou d'autres, qui vont permettre de pouvoir générer des applications et aussi de les déployer. C'est ça la différence. Là, on peut tester tout de suite. Elle est accessible. Cette application que j'ai créée, par exemple, elle est accessible via une URL. Et c'est ça la grosse différence. Donc, ce troisième cas-là est tout nouveau et c'est celui dont on en parle le plus en ce moment quand même. Il y a pas mal de buzz autour de ça parce que là, on arrive de plus en plus dans des tâches concrètes. Et donc là, à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'origine d'une IA générative, en quoi elle se distingue justement des autres modèles d'IA, le concept de modèle, comment est-ce qu'ils sont entraînés et quel est leur but. Aussi, l'IA, comment est-ce qu'elle est utilisée sur le marché professionnel aujourd'hui, quelles sont les premières applications, quels sont les types d'applications dans lesquelles on l'utilise principalement. Et enfin, nous allons pouvoir voir maintenant comment développer une méthodologie de prompt engineering avancée. Le but, c'est donc de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA de manière professionnelle, de manière experte. Tout d'abord, je voudrais classer avec vous, selon moi, le top 3 des IA chatbots les plus puissants sur le marché. C'est un classement qui est pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas, ces 3 IA-là vont être très intéressantes. C'est celles qu'il faut connaître. Personnellement, je commence toujours par un DeepSeek. DeepSeek, j'adore parce que le modèle est sorti il y a quelques mois. Il est entraîné avec beaucoup moins de ressources, mais est tout aussi puissant que tous les autres. Notamment, j'aime la fonction DeepThink qui permet d'utiliser le modèle de raisonnement. Donc, lorsqu'on va faire une commande, il va raisonner avant de pouvoir publier la réponse. Ensuite, on va voir ChatGPT. ChatGPT est le modèle historique. C'est la société derrière laquelle on trouve OpenAI. Et donc, il va pouvoir proposer tout un tas de fonctionnalités, de modèles, d'options, de mise à jour. C'est le number one sur le marché en termes de variantes, en termes de fonctionnalités. Donc, forcément, c'est un go-to. Enfin, on va avoir Perplexity. Perplexity, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un outil sur lequel on va avoir un chat classique, mais il est spécialisé dans la recherche de données. C'est comme si c'était un moteur de recherche auquel on a couplé avec un générateur de texte, un LLM. Donc, Large Language Model. L'intérêt d'un Perplexity, c'est donc pour pouvoir faire de la recherche profonde. Il est connecté à Internet. Dès qu'on a besoin de faire de la recherche sur Internet, Perplexity va pouvoir nous aider. Donc ça, pour moi, c'est les top 3 des modèles IA chatbot les plus intéressants avec lesquels travailler. Mais comment travaille-t-on avec un modèle d'IA chatbot? Il faut utiliser la méthode COST. Contexte, objectif, action, style, temps. L'intérêt de cette méthode, en fait, c'est d'optimiser notre prompt pour pouvoir obtenir la réponse la plus appropriée. Par exemple, on ne dit pas « écris un article sur le changement climatique », mais plutôt « en tant qu'expert en climatologie pour un magazine scientifique, rédige une analyse critique de 1500 mots sur les dernières modélisations IPCC en adoptant un ton pédagogique mais alarmiste ». Là, ici, dans cette phrase, on retrouve tous les éléments, le contexte. Donc, tu es un expert en climatologie, l'objectif rédige un article de 1500 mots, l'action 1500, le style, on veut un ton pédagogique mais alarmiste, là aussi ça s'applique au ton,
Bref, vous l'aurez compris, cette formulation va embarquer tous les éléments pour pouvoir obtenir un résultat approprié. La méthode COST est celle que j'utilise tout le temps lors de mes prompts. Une fois on est habitué à rédiger des prompts dans ce style-là, on va être capable de pouvoir obtenir des résultats, on va être plus performant, on va faire moins d'allers-retours, on va faire moins de requêtes, notamment par exemple sur du lovable, lorsqu'on souhaite obtenir un résultat, pour éviter de faire des allers-retours, par exemple pour changer la couleur du bouton, en utilisant la méthode COST, on est capable de pouvoir obtenir le résultat tout de suite et donc faire des économies sur les allers-retours. Eh bien oui, on fait des économies, et ça c'est intéressant. En plus de la méthode COST, on peut utiliser un style de rédaction ou des marqueurs qui vont nous permettre d'obtenir encore un meilleur résultat. On peut utiliser le formatage, par exemple. Les triples guillemets vont nous permettre de pouvoir distinguer, par exemple, si je lui demande de faire un résumé de texte. Je vais d'abord faire la commande au début, ensuite je vais utiliser les guillemets et en dessous, je vais mettre mon texte. Ce qui va lui permettre de pouvoir distinguer entre la commande et le texte à traiter. C'est ça, par exemple, la technique de formatage. On peut aussi utiliser des exemples. Si je souhaite obtenir la description pour un produit de vente de type e-commerce, je vais lui mettre un exemple de rédaction qui va me plaire pour pouvoir lui dire que pour tel ou tel produit, je souhaite que tu rédiges dans ce style-là. Cela va permettre de contribuer à avoir un meilleur résultat. C'est toujours ça qu'on vise. Enfin, là, on arrive sur le concept le plus important lorsqu'on souhaite maîtriser les intelligences artificielles. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un contexte d'itération. On itère toujours perpétuellement lorsqu'on interagit avec des modèles d'IA. C'est-à-dire qu'on va toujours faire une première commande, ensuite on va avoir un résultat, on va pouvoir faire une deuxième commande pour demander une amélioration. Par exemple, si on demande ici, si je demande un site internet, il va me faire une couleur. Ça, c'est la première itération. Dans la deuxième itération, je vais lui demander change la couleur. Ensuite, sur la troisième itération, je vais lui dire rajoute un logo. Sur la quatrième itération, je vais lui dire rajoute une image. Il faut toujours raisonner de cette façon-là pour pouvoir être sûr de maîtriser son flux. C'est normal de fonctionner comme ça avec une IA. Elles sont entraînées de telle sorte déjà de base. Lorsqu'on entraîne un modèle, c'est sur des itérations. Donc, il est normal de travailler avec un modèle d'IA de cette façon-là. On génère une sortie, on analyse la sortie, ensuite on affine le processus. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce concept-là est le plus important lorsqu'on travaille avec une IA. Dites-le moi en commentaire si vous aussi vous êtes d'accord ou si vous utilisez d'autres méthodes. Peut-être qu'il en existe d'autres, mais sur l'itération, il y a de fortes chances que ce soit l'unique et la meilleure méthode de fonctionnement. Lorsque vous avez un gros projet, là, par exemple, vous n'allez pas être dans le contexte d'itération, comme je viens de le montrer, par exemple, vous allez être plutôt sur un contexte de rationalisation. C'est-à-dire que vous allez devoir vous-même, en amont, découper votre projet en segments. Tout d'abord, vous allez par exemple demander à générer le squelette de votre projet. Ensuite, vous allez demander à générer les fonctionnalités une à une et ainsi de suite. En découpant votre projet, que ce soit pour un site internet, même la rédaction d'un script vidéo, d'un livre e-book, vous allez d'abord, par exemple, prenons l'exemple de l'e-book, vous allez d'abord commencer par demander les gros chapitres. Ensuite, vous allez demander les sous-chapitres. Et ensuite, vous allez demander chapitre par chapitre. Et ainsi de suite. Cela va vous permettre d'avoir aussi un meilleur projet fini, plutôt que de demander tout de suite l'e-book en entier. Vous demandez détail par détail et à la fin, vous rassemblez le tout et vous obtiendrez un meilleur résultat. C'est aussi l'une des techniques que vous pouvez employer, mais celle-là s'applique plus principalement sur des gros projets. Pour ça,
vous devez d'abord faire une étape de conception. Par exemple, vous allez d'abord demander, par exemple, de générer un plan pour un hôtel en Côte d'Azur. Cela va vous permettre de pouvoir obtenir d'abord le plan à suivre. Ensuite, à partir de là, vous pourrez sélectionner déjà les éléments qui vont vous plaire ou non. Et ensuite, itérer sur chacun des petits éléments, sous-éléments que vous allez avoir à l'issue de votre plan. Comme vous pouvez voir, là, il commence à rédiger tous les principaux éléments, les principales fonctionnalités qu'on va retrouver sur le site internet. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler sur des gros projets. Toujours commencer par un plan d'action avec le modèle d'IA. Il va vous aider à le rédiger, affinez-le, passez du temps dessus. Et après, au bout d'un moment, vous serez bon pour pouvoir attaquer les pages, les fonctionnalités. C'est comme ça que vous pourrez traiter des gros projets. Enfin, lorsque vous avez appliqué et maîtrisé les concepts de travail avec un modèle d'IA, quel que soit l'outil, une fois que vous maîtrisez donc ces concepts, quelle est la suite? La suite va rester la même. En fait, ça va être un cycle qui va tourner. Il faudra faire de la veille technologique pour pouvoir être au courant des derniers outils, des dernières tendances, des dernières révolutions. Pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des avancées architecturales. Comme j'ai dit, par exemple, aujourd'hui, on a des nouveaux modèles d'IA qui vont avoir un raisonnement. Ça, cette partie-là, c'est le raisonnement que va faire DeepThink avant de pouvoir rédiger. Ça, c'est une avancée architecturale parce qu'avant, on avait tout de suite notre réponse. Et donc, aujourd'hui, avec les modèles de raisonnement, on va savoir que ces modèles-là, par exemple, vont être plus utiles pour pouvoir faire des tâches plus complexes de raisonnement. Contrairement aux tâches précédentes où on pouvait demander directement « Donne-moi des idées de vidéos sur TikTok ». Voilà, là, il va répondre tout de suite, il va me donner des idées. Là, il n'y a pas forcément de raisonnement. Il fait tout de suite de la prédiction. Donc, ça, c'est l'exemple d'illustration d'une avancée architecturale. Les nouvelles capacités aussi en même temps. Quel que soit en fait là où on se place au niveau de notre perception, soit on se dit que c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais dans tous les cas, on va suivre ces tendances-là. On va voir aussi à s'engager au niveau de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les commentaires de mes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées comme moi d'IA. Et donc, il faut échanger, voir dans les commentaires ce qui se dit. Parce que dans mes vidéos, je vais partager mes connaissances, mais je n'ai pas la science infuse. Et donc, certaines personnes vont aussi partager leurs avis, leurs ressentis. Donc, en s'engageant avec d'autres personnes, en allant à des meetings, ce genre de choses, en participant à des forums, des Discord, on engage avec la communauté et c'est comme ça qu'on va pouvoir découvrir peut-être un outil qui n'a pas encore la lumière, mais qui va être utile selon notre cas, qui va être intéressant, qui va offrir des nouvelles possibilités. Et bien sûr, enfin, il faut expérimenter, tester. Moi, j'ai différents outils que je teste quotidiennement. Peut-être pas vous quotidiennement, mais il faut le faire assez régulièrement pour pouvoir être au courant de ce qui se fait et trouver chaussure à son pied. Si vous trouvez chaussure à votre pied, déjà, c'est pas plus mal. Vous n'aurez pas forcément d'expérimenter quotidiennement, mais il faut savoir qu'il faut le faire de temps en temps quand même pour tester des nouvelles mises à jour. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de répondre à certaines questions sur cette fameuse IA dont on entend souvent parler partout. J'espère qu'elle vous permet de pouvoir vous projeter entre la compréhension théorique, l'expérimentation pratique, l'adaptation continue, l'expertise technique. J'espère que vous avez pu savoir jauger à quel niveau vous vous situez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce serait intéressant de savoir où est-ce que vous vous situez selon vous et aussi quelles sont peut-être les étapes ou les questions qui vous manquent pour pouvoir passer au niveau supérieur. N'hésitez pas, ma section commentaires est là pour ça. Je tâche toujours de répondre individuellement à chaque commentaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour peut-être
une prochaine vidéo où je viendrai peut-être un peu plus en détail sur les questions qui auront été posées, sur les sujets importants pour vous qui ne sont peut-être pas clairs au niveau de l'IA. Mon conseil est toujours le même. Expérimentez de manière itérative. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on a la chance que ces modèles d'IA sont pour la plupart accessibles gratuitement. Donc, n'hésitez pas à expérimenter. Cela fera de vous un meilleur expert en IA, un meilleur expert en prompt engineering. C'est ça le terme qu'il faut savoir. Aujourd'hui, c'est le prompt engineering. Voilà. J'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce genre de contenu. Et pour apprendre encore plus à maîtriser l'IA, on se retrouve donc à très bientôt. À plus. Ciao!